As-tu déjà entendu parler de l'UGC? Non, je ne te parle pas de cinéma. Ce type de contenu est un vrai indispensable dans ta communication. Ça serait dommage de passer à côté. Dans cet épisode, j'accueille Jordan. L'UGC, c'est son cœur de métier. Il vient nous expliquer tout ce qu'on doit savoir à ce sujet, ce qu'il faut faire pour devenir créateur de contenu UGC et les tendances de ce marché pour les années à venir. Bonne écoute! Ça suffit les conneries, le média anti-bullshit qui dit stop aux conneries autour de l'entrepreneuriat et la communication. Laisse-moi te présenter la marque My365, une entreprise française qui commercialise de la papeterie, notamment des agendas éco-conçus fabriqués en France à partir de papier 100% recyclé. Ça fait des années que j'utilise leurs produits, des agendas à spirale, reliés de septembre à septembre ou même en année civile. J'ai aussi des carnets, pages blanches, lignées ou pointillées et même un carnet à dessin. Aujourd'hui, leur offre est de plus en plus diversifiée. Tu peux y retrouver des trousses, des crayons aquarellables et tout plein d'autres choses. Je te laisse les découvrir via le lien présent en description. Ce lien est affilié. Pour toi, ça ne change rien. Pour moi, ça montre à la marque que mon audience est intéressée par ce que je lui propose. Hello Jordan et bienvenue sur le podcast. Hello, merci à toi de l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Jordan, donc je suis créateur de contenu UGC. Avant de me lancer dans l'UGC, j'étais créateur de contenu également un petit peu sur les réseaux sociaux, un petit peu sur LinkedIn et sur Instagram. Et j'ai toujours un petit peu baigné dans la création de contenu et dans le digital en fait. Ok, et est-ce que tu peux justement nous expliquer ce qu'est le contenu UGC? Exactement. Donc c'est vraiment un terme qu'on voit partout en ce moment. Alors moi, ma propre définition, ce serait vraiment un contenu qui est plus authentique, on va dire vraiment entre guillemets, parce que on connaissait un petit peu la création de contenu GC. C'était vraiment les utilisateurs qui partageaient leur propre avis sur les réseaux sociaux, sur une marque ou sur un produit. Et là vraiment, la création de contenu GC est en pleine expansion cette année en France. Et ça va être vraiment un contenu qui va être créé par les utilisateurs lambda en fait. C'est pas par des influenceurs, donc c'est des personnes qu'on ne connaît pas. Normalement sur les réseaux sociaux et qui vont être à destination des marques. Donc ça peut être des photos et des vidéos. Et ce contenu-là va être vendu en fait directement à la marque pour alimenter ses plateformes, que ce soit sur le feed, Instagram ou TikTok, ou que ce soit en publicité sponsorisée. Ok. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire appel à des créateurs pour faire ce contenu-là et plus du tout à des utilisateurs lambda ou est-ce qu'il y a un mélange des deux? Alors vraiment, c'est partagé entre les deux, on va dire. Il y a beaucoup de marques qui font appel aux influenceurs et aux créateurs de contenu GC pour vraiment analyser les différentes statistiques pardon, sur leur campagne. Donc, j'ai pu travailler avec des influenceurs sur des campagnes, des grosses campagnes. Donc là, les influenceurs vont faire jouer leur communauté, donc plutôt en organique ou des sponsorisés directement dans leur story. Et les créateurs UGC, eux, vont intervenir sur la publicité, etc., pour toucher vraiment une autre cible différente et pas leur propre cible sur les réseaux sociaux. Ok. Et c'est quoi la différence finalement basique, on va dire, entre un influenceur et un créateur de contenu UGC dans ce cas? Bah, tout simplement, c'est la communauté. C'est que un créateur UGC n'a pas besoin d'avoir un seul abonné sur les réseaux sociaux pour commencer. Il faut juste avoir une appétence dans le digital, savoir comment créer du bon contenu et savoir, être à l'écoute du marché, savoir ce qui peut marcher pour une marque selon ce qu'elle partage directement sur ses réseaux sociaux. Être à l'écoute des nouveaux formats, que ce soit des micro-trottoirs, que ce soit des VOF, des choses comme ça. Voilà ce qui différencie un petit peu les deux contenus. C'est vrai que les utilisateurs vont plus aller vers du contenu GC, on en voit beaucoup, avec tout ce qui se passe avec les influenceurs, avec la nouvelle loi des influenceurs qui font pas correctement leur travail, on va dire, enfin beaucoup, mais pas tous. On va pas tous mettre tout le monde dans le même panier, mais sur tout ce qui va être l'oubli de mentions, des choses comme ça. Et les utilisateurs en ont un peu marre de se faire avoir sur certaines personnes. Donc, on voit vraiment l'émergence de la création de contenu GC là ces dernièrement. Ok. Et donc, un influenceur, vu qu'il est déjà visible sur les réseaux sociaux, qu'il a une communauté, potentiellement, les marques peuvent aller le chercher. Un créateur de contenu UGC, du coup, comment il va pouvoir décrocher des contrats et des opportunités avec des marques ou peut-être même des agences? Il va directement aller prospecter. Là, par exemple, quand on se lance dans l'UGC, moi, ce que j'ai fait, j'ai tout de suite commencé à créer du contenu sur mes réseaux sociaux pour attirer un petit peu des marques, montrer un peu ce que je savais faire dans la création de contenu. Et après, ensuite, commencer à démarcher des marques, des agences. Malheureusement, quand on n'a pas d'audience, on est obligé d'y aller à 100%.
et ça passe principalement par la prospection, l'envoi du portfolio, etc. Et c'est possible du coup d'être créateur de contenu. Donc par exemple, moi je veux être créatrice de contenu UGC, j'ai pas de réseau, j'ai un portfolio où je montre un petit peu comment je me débrouille avec que ce soit les formats, vidéos, photos, etc. Est-ce que ça peut suffire ou est-ce qu'il est nécessaire d'être présent aussi sur les réseaux sociaux pour ça? Il n'est pas nécessaire vraiment à 100% d'être visible. C'est si tu veux vraiment attirer les marques directement grâce à ton contenu. Coupler ça via la prospection, c'est super puissant. C'est bénéfique à 100% de créer du contenu sur tes propres plateformes et de juste partager ce que tu sais faire. Et en plus, aller prospecter et démarcher les marques. Donc, je trouve ça, c'est super puissant, en fait. Mais t'es pas obligé d'avoir des plateformes, hein. Mais vraiment, 99% des créateurs ont des réseaux sociaux où ils montrent vraiment leur savoir-faire. Bah, ce qui fait sens, que du coup, si vous êtes créateur de contenu, c'est aussi parce que vous aimez créer du contenu. Donc, c'est vrai que si vous en créez pas du tout pour vous, ça fait un petit peu, entre guillemets «bizarre», mais en même temps, c'est pas ce qu'on vous demande non plus que de promouvoir la marque sur vos propres réseaux, et donc de bénéficier de votre audience. Tout à fait. Bah déjà, la règle numéro une avant d'être créateur UGC, il faut déjà aimer créer du contenu. Faut pas faire ça pour de l'argent parce que c'est pas en faisant du contenu, de quelques vidéos qu'on devient milliardaire, hein. Ça, c'est faux. Il faut avant tout aimer, être passionné par la création du contenu si on veut se lancer dans l'UGC. C'est vraiment la règle numéro une parce que sinon on va vite s'essouffler et en fait, on voit les résultats sur du long terme et c'est pas au bout d'un mois qu'on voit le chiffre d'affaires évoluer ou autre. C'est vraiment sur du long terme. Donc, faut vraiment aimer créer du contenu sous différents formats, vraiment. OK. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'on peut, vivre de son activité uniquement en faisant de l'UGC ou est-ce que c'est mieux de coupler avec, d'autres activités peut-être? Alors là, en France, c'est vraiment tout nouveau, donc je pense que c'est quand même assez difficile, sauf si on trouve des collaborations long terme ou vraiment de la récurrence sur certaines marques. Mais il y a beaucoup de marques qui veulent prendre du one shot, donc one shot, c'est-à-dire une vidéo par-ci par-là, ou tester plusieurs créateurs pour analyser les retours de la campagne. Donc c'est difficile d'avoir du long terme tout de suite, mais je connais des créateurs qui en vivent pleinement. Moi, ça commence tout doucement parce que je couple ça à d'autres choses aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est de coupler ça avec des choses qui sont liées à l'UGC, par exemple, que ce soit du marketing digital, donc du community management, être social media manager, faire de la création de contenu pour d'autres marques, par exemple, en alimentant prenant le compte de d'autres marques. Donc tout ça peut être lié à l'UGC et peut faire augmenter les revenus. J'ai beaucoup d'amis qui commencent aussi à devenir créatifs stratégiques. Donc c'est elles sont créatrices UGC et elles vont aussi recruter d'autres créateurs, gérer les briefs clients, être en partenariat avec les marques, etc. Donc elles ont vraiment l'autre aspect un peu agence, on va dire. Et en fait, elles couplent ça à leur métier actuel de créateur UGC. Donc elles peuvent vivre de l'UGC, bien sûr, mais pas en faisant uniquement des vidéos, bien sûr. C'est assez compliqué, mais je pense il faut décrocher des collaborations long terme. Et l'UGC est tout nouveau en France, donc on va pouvoir en vivre prochainement, je pense, d'ici sûrement à la fin de l'année. Mais en faisant juste des vidéos, je pense que c'est pas possible. À moins d'avoir des prix vraiment exorbitants sur une vidéo, hein. Mmh. Et justement, tu as dit plusieurs fois que c'était tout nouveau en France. Donc comment ça se passe au niveau du cadrage, peut-être légal, au niveau de la négociation, au niveau de la cession des droits? Est-ce que, tu arrives à trouver ces informations-là? Est-ce que c'est compliqué de les trouver? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Alors, on se base beaucoup sur les influenceurs, hein, sur tout ce qui va être documents légaux des influenceurs. C'est un peu lié, on va dire. Et après, j'essaie vraiment de cadrer au maximum tout ce qui va être côté administratif, parce qu'on veut vraiment que les personnes qui sont en face de nous, que ce soit des agences ou des marques, elles se lancent également dans l'UGC. Donc, pour elles, c'est un peu nouveau. Et après, au niveau de l'administratif, c'est toujours la même chose. Donc, devis, contrat, facture, demander un acompte de 50% avant la réception des produits. On envoie après la vidéo avec le filigrane, donc c'est-à-dire avec le tag dessus, et après on demande le dernier acompte, et après on envoie le contenu si tout est OK. Donc ouais, j'ai vraiment mis en place un processus de création, déjà d'une pour pas m'éparpiller, pour avoir un bon suivi, et de deux pour vraiment montrer que on est l'expert en fait, et pas que ça dans tous les sens et qu'on soit perdu parce que sinon ça devient n'importe quoi. Et voilà, de montrer qu'on est professionnel et d'avoir un vrai cadrage, je pense que c'est super important. Et est-ce que tu connais des personnes, qui sont justement dans le contenu UGC et pour qui ça s'est mal passé, pas tant la collaboration en elle-même, mais justement ce cadrage-là peut-être, qui a été, utilisé au-delà de ce qui était prévu ou pas comme prévu, ce type de choses? Bien sûr, bah, moi-même le premier déjà, sur des contrats que je reçois, qui, stipulent par exemple, tu vois, les cessions de droits à vie. Bah, ça m'est arrivé, je crois, la semaine dernière. Il suffit que tu loupes juste une phrase,
ton contenu peut être, il peut être utilisé à vie. Je sais pas si on se rend compte, mais genre ta vidéo, par exemple, elle peut être, si la marque veut l'utiliser dans 70 ans, ben c'est possible. Enfin, c'est hyper dangereux. Donc, il faut vraiment être minutieux sur chaque ligne du contrat, les astérix, etc. Même s'il fait 20 pages, faut vraiment prendre le temps de tout lire dans la moindre ligne. Et ouais, faut vraiment faire super attention par rapport à ça parce que ça peut être mal cadré et il faut tout de suite remettre ça dans le contexte par rapport aux documents. Donc, il peut vite y avoir un loupé, hein. Vraiment, ça peut être possible. Ouais, bah, de toute manière, même dans les métiers qu'on connaît un peu plus, ça arrive aussi. Donc c'est vrai que dans les nouveaux métiers, encore plus. Donc tu fais bien de le dire, de faire bien attention et quitte à la limite aussi à se faire accompagner par un professionnel du droit, si on se sent pas capable, de le gérer soi-même, mais vraiment comme pour tous les autres métiers, hein, finalement. Tout à fait, tout à fait. Il y a plein de freelances que je vois émerger par rapport dans le juridique, etc. Et je pense que ça va être des nouveaux métiers qui vont vraiment exploser par rapport aux créateurs UGC parce qu'ils savent pas trop comment faire un bon contrat, un bon devis. Il y a les CGV, et, les conditions générales de vente et d'autres donc les sessions de droit qui sont plein de documents en fait à donner à la marque. Et il y a on peut vraiment intégrer des clauses. Enfin vraiment, on peut vraiment faire quelque chose d'assez professionnel. Il faut juste que ce soit bien cadré et bien fait, quoi. Exact. Et j'ai voulu aussi que tu nous parles du contenu UGC parce que quand on voit un petit peu passer ce terme sur les réseaux, déjà, bah, vous êtes aussi assimilés à des influenceurs, donc ça, tu nous en as déjà parlé. Mais il y a aussi des personnes qui disent, mais si les marques, elles font appel à des créateurs pour faire du contenu UGC alors qu'à la base, c'était fait par des clients, bah, comment on est sûr que le contenu va être authentique? Comment on est sûr que justement, on va nous le vendre de manière simple et qu'on va pas nous attribuer, bah, un petit peu comme ce qu'on reproche à l'influence finalement, des mensonges un petit peu ou pas dire toute la vérité ou pas dire quand le produit il est pas OK. Enfin, qu'est-ce que tu pourrais répondre par rapport à ça et par rapport à ton positionnement, toi, en tout cas, de créateur de contenu UGC? Bah là, ça, c'est vraiment une question qui revient souvent. Et je trouve qu'avec le temps, c'est important, surtout de choisir des marques qui nous correspondent et sur lesquelles on pourrait être assimilé en tant que consommateur. Certes, il y a des marques, là, actuellement, on ne peut pas vivre vraiment à 100%, on va dire, de l'UGC. Ça commence à se rapprocher. Pour certains créateurs, il y en a qui en vivent, hein, mais ceux qui en vivent, on va dire, que les gens comprennent bien, ils font pas que des vidéos. Ils ont des coachings pour coacher des créateurs, ils font des formations, etc. Donc, tu peux pas vivre à 100% pour moi uniquement en faisant des vidéos. Tu as des petits projets à côté. Et ce qui les différencie par rapport à ça, c'est les personnes qui vont du coup choisir plutôt les marques qui les correspondent, que ce soit en tant que valeur éthique, écologique, etc. Et en fait, quand tu choisis plutôt la marque qui te correspond, tu vas vraiment te positionner en tant que consommateur du coup et tu vas donner ton propre avis. Et ça, c'est super important de ne pas choisir tout et n'importe quoi. Certes, après, on peut choisir des collaborations qui nous plaisent moins, mais par exemple, tu vois, je fais super attention sur les collaborations que je reçois, par exemple, qui sont liées un peu au sexe, tu vois. J'ai reçu pas mal de choses, un peu à l'érotisme, etc. Ça, c'est super, faut faire super attention parce que ça reste quand même ton image, ça reste de la publicité. La publicité, ben, ta famille peut la voir, dans ton entourage, etc. Ça reste une publicité, donc elle va être montrée au plus grand nombre. Et je fais super attention à pas prendre tout et n'importe quoi pour de l'argent parce que ça reste mon image et mon image est quand même super importante et elle n'est pas assimilée à un prix en fait. C'est ça qui est important, que même si on commence dans l'UGC, certes, on a besoin de l'argent, on a besoin de faire ses preuves, etc. Mais l'image, c'est super important et ça, je pense qu'il faut quand même le préciser, de ne pas accepter tout et n'importe quoi. On peut accepter du gifting au début, donc des collaborations gratuites sans rémunération pour se faire un peu la main, etc. Bien sûr, mais de faire surtout attention à l'image par rapport à la suite parce qu'on peut vraiment tout de suite être mis dans une case et c'est pas le but d'être répertorié ou grillé vers certaines agences ou certaines marques. Et donc, pour certaines personnes, on n'est pas perçu comme des personnes authentiques. Et après, ça, c'est vraiment propre à chacun. Enfin, moi, j'essaie vraiment d'être le plus authentique possible quand je reçois un brief, de le retravailler avec mes propres mots, tu vois. De dire, voilà, si je tombe sur cette pub, est-ce que ça serait pertinent si tu vois une publicité comme ça avec ses propres mots? J'essaie vraiment de contextualiser, de me renseigner sur la marque avant de tourner, de recommencer 5, 10 fois le plan si c'est pas naturel et de pas me prendre en story en 2 secondes comme si c'était un influenceur. J'essaie vraiment de montrer l'authenticité, de changer les plans, tu vois, pas faire des plans face cam, mais faire des plans aussi dans la rue, des plans dynamiques. C'est vrai, c'est ça qui va vraiment rendre l'authenticité pour la campagne, je trouve, en tout cas. Et si jamais tu te retrouves dans une situation où tu as bien choisi la marque, c'est une marque qui correspond à tes valeurs et cetera, tu reçois le produit et tu es déçu du produit, mais tu dois quand même faire la vidéo. Concrètement, comment tu gérerais ça? Alors, ça m'est déjà arrivé une seule fois de recevoir le produit
et c'était le brief qui n'était pas forcément bien professionnel. Tout n'était pas clair. Enfin, quand j'ai fait la vidéo, on m'a redemandé derrière de refaire la vidéo en entier. Donc là, j'ai dit que c'était pas possible et que en fait, on arrêtait la collaboration. Du coup, j'ai renvoyé les produits en fait directement à la marque. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous êtes lié par un contrat. Enfin, les créateurs sont liés par un contrat avec la marque, mais enfin, vous n'avez pas un couteau sous la gorge pour faire la collaboration. Si ça vous plaît pas ou si ça correspond pas à vos valeurs, vous pouvez mettre ça dans le devis ou dans le contrat, de dire que à la réception des produits, si ça ne vous convient pas et que vous n'avez pas envie d'en parler, ben vous avez le droit de mettre une réserve et de renvoyer les produits à leur charge. Ça, vous avez le droit de mettre des clauses dans les contrats, hein. Donc ça, c'est tout à fait possible. Moi, je l'ai fait une fois sur un produit qui me plaisait pas. J'avais pas envie d'en parler. J'avais pas envie de. C'était pas clair. C'était pas professionnel au niveau de la campagne. Ça m'avait déjà un peu cassé au début de la collaboration. Ça m'avait refroidi, donc je voulais pas forcément plus la faire, quoi. Et donc, du coup, j'ai arrêté la campagne, je leur ai rendu la compte qu'ils m'avaient fait, j'ai renvoyé les produits et voilà, c'est terminé. Mais voilà, ça arrive à tout le monde, hein. On choisit pas tout le temps les bonnes marques, on choisit pas forcément tout de suite les personnes avec qui nous ressemblent. Quand on est au début, bah voilà, on se fait un peu la main et des fois, bah, ça foire, mais c'est commun, ça arrive à tout le monde, hein. C'est pas grave. Non, non, complètement, mais c'est vrai que, bah, c'est aussi rassurant en tant que consommateur de se dire que finalement, c'est aussi un petit peu comme les influenceurs. Enfin, je fais beaucoup le parallèle, mais tu vas avoir des influenceurs qui vont promouvoir tout et n'importe quoi, et il va y en avoir d'autres qui vont faire très attention justement aux collaborations qu'ils vont accepter, quand bien même il s'agit de refuser de l'argent. Et finalement, pour un créateur de contenu UGC, c'est la même chose, mais sauf que, enfin, par exemple, moi, je m'étais dit que vous n'alliez pas forcément renvoyer le produit ou mettre fin à cette collaboration-là, parce que finalement, votre travail, c'est juste de créer le contenu autour du produit, donc un peu comme une publicité. Donc finalement, je pensais pas qu'il y avait non plus cet aspect, bah, vraiment avoir un avis finalement sur le produit que vous allez mettre en avant, alors que en fait, si. Enfin, en tout cas, moi, je le fais maintenant. Je tente de plus en plus à le faire sur des produits. Les services, on le sait tout de suite parce que du coup, on sait le nom de la plateforme et on peut voir si ça nous correspond ou autre. Mais sur les produits, si c'est vraiment quelque chose de enfin, dans le dropshipping, e-commerce, des choses comme ça, je prends pas du tout. Et après, un peu les cas spéciaux, comme on en parlait avant, ça, j'ai une réserve aussi par rapport à ça. Et les produits, ça, vraiment, c'est des choses que je tends à mettre un peu dans les contrats ou dans les devis, à dire, bah, je reçois le produit, mais si ça ne me plaît pas, ben, je mets une réserve et voilà, enfin, vous le savez, en fait. Vous allez m'envoyer un produit, mais moi, je m'engage sur 3 jours à le tester ou j'ai des amis à moi qui le font. Elles se laissent, par exemple, une semaine de plus pour le tester. Et si ça leur va pas, bah, elles renvoient le produit à la marque. Mais généralement, c'est des produits qu'on connaît tous, hein. Enfin, vraiment, c'est des produits qui tournent beaucoup dans l'influence. Donc, c'est très, très rare qu'il y ait des produits qui qui ne nous correspondent pas. Mais ça peut arriver. OK. Et donc aujourd'hui, si, quelqu'un écoute, cet épisode et qui veut se lancer dans l'UGC, donc la première chose pour toi, en tout cas, c'est d'aimer, créer du contenu, parce que c'est quand même la base du métier. Idéalement, quand même avoir, ses propres réseaux sociaux, mais c'est pas forcément nécessaire parce qu'on peut le coupler à la prospection pour trouver, bah, des collaborations, trouver des contrats. Peut-être accepter parfois, en tout cas au début, des collaborations non rémunérées, mais avec don de produits. Et ensuite, par la suite, quand on a justement un petit peu plus de bouteilles, si je puis dire, bah là, commencer en tout cas à se faire rémunérer pour ça et donc aller plus loin, bah, dans la création de contenu, à ce sujet. Tout à fait. Ben moi, au début, c'est vraiment ce que j'ai fait, tu vois, des collaborations non rémunérées, mais c'était pour des photos, donc contre-échange de produits. Donc, je trouvais que c'était un bon procédé. C'était vraiment des choses que je pouvais partager moi sur mes réseaux sociaux. Donc, je me suis dit, bah, why not? Ça correspond totalement à mes valeurs. C'était pour des marques. Donc, il y avait le petit lunetier et il y avait Flotte. Flotte, je pense que c'est une marque assez connue quand même. Donc, du coup, bah voilà, pour faire la main, c'était cool. Et mes premières vidéos, par exemple, je les vendais 70, 80 euros. Donc, quand on débute, je trouve que c'est quand même pas mal, c'est intéressant. Et voilà, pour commencer, c'est super important. Les règles, vraiment, c'est aimer faire du contenu, commencer à faire du contenu que vous avez chez vous et faites un bon portfolio pour commencer à prospecter les marques et les agences pour se faire remarquer. Vraiment, c'est le BABA. OK, et justement en ordre de prix, enfin déjà première chose, c'est que de la vidéo ou il y a forcément, enfin il peut y avoir photo, vidéo, d'autres types de formats? Comment ça se passe au niveau de ce type de contenu GC? Alors, bah, c'est principalement de la vidéo qu'on nous demande. Après, de la photo, j'en ai eu peut-être 2 fois, c'est tout, depuis mon début. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver d'avoir des photos UGC. Et dans un ordre de prix, enfin ça commence, à quel prix? Après ça finit à au prix que les gens veulent mettre, mais selon toi, en tout cas, ça commence à peu près à quel prix de vendre, voilà, une vidéo? Peut-être aussi tu peux nous donner un ordre de temps. Est-ce qu'il y a les vidéos en général, on va te demander qu'elles fassent tant de temps, ou est-ce que c'est libre? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Alors, sur une vidéo, quand j'ai commencé, les prix ils étaient autour de 70
70-80 euros. Et là, on est vraiment plutôt vers 100 euros à peu près la vidéo pour une vidéo basique. Voilà, à peu près ouais, 100, 130 euros. Mais on est plus dans les 100 euros quand même si on veut travailler avec une agence. C'est ce que je dirais au niveau des prix. Et après, bah voilà, c'est chacun fixe ses prix au niveau du temps, etc. Et ce qu'on demande au niveau nous du temps qu'on nous demande, c'est à peu près 30, 40 secondes maximum pour une publicité. Et après sur donc publicité ads. Et si c'est de l'organique, il n'y a pas forcément de temps, ça peut aller jusqu'à 1 minute du coup, vu qu'elle est sur le feed de la marque. Voilà, au niveau des prix. C'est plus autour de 100 euros. Si c'est en dessous de 100 euros, je trouve que c'est un petit peu abusé quand même. Mais après, quand on débute, on crache pas forcément dans la soupe parce que on est obligé de commencer avec des vidéos pour se faire quand même deux, trois références, des belles références. Donc voilà, si on vous propose 80, 90 euros la vidéo, je trouve que c'est quand même correct quand on commence, quand on n'a pas de référence. Moi, j'avais accepté dans tous les cas. Après, c'est propre à chacun. De toute façon, c'est après en dessous de 80, je trouve que c'est quand même abusé. On m'a déjà proposé 30, 20, 10 euros. Là, quand on voit après le temps, en fait, quand on débute et qu'on est jeune étudiant, etc., on se dit c'est cool, c'est 30 euros juste pour faire une vidéo. Quand on voit le temps passer à bien filmer, il faut avoir la bonne lumière, il faut avoir le bon setup derrière, il faut monter. Quand la marque ou l'agence vous dit de recommencer la vidéo parce que ça va pas, on peut vite y passer une demi-journée facile si on débute. Donc voilà, une demi-journée pour 30 euros, je pense que le compte il est vite fait. Quand on enlève toutes les charges de l'URSSAF, etc., il nous reste 10 euros. Donc après, c'est propre à chacun. Moi, je le dis. Enfin, il faut se faire la main et comprendre de se dire, ok, bah là, j'ai passé trop de temps sur ça, ou là, je suis pas gagnant par rapport à cette collaboration. Je pense qu'il faut se faire la main. Moi, je l'ai vite compris au début de me dire, waouh, enfin, je me sous-estime, ou je suis trop bas, ou je suis trop haut pour cette marque, etc. Et je pense qu'il faut y aller doucement et monter ses prix petit à petit pour montrer de quoi on est capable sur les réseaux sociaux. OK. Bah, c'est bien déjà d'avoir, justement cette marge et cette idée parce que, bah, comme tu dis, c'est quelque chose qui est assez nouveau en France. Donc, bah, tout ce qui est cadrage et tout ce qui est prix, c'est pas forcément évident déjà de savoir, bah, ce que tu peux demander, ce à quoi tu peux prétendre et encore plus quand on est sur quelque chose de tout nouveau comme ça. Donc comme ça, au moins, ça donne au moins, une petite base et se dire: «Bah, OK, en dessous de celle-ci, c'est vraiment trop peu. À partir de là, bon, ça passe encore» et puis après, bah, si c'est au-dessus, c'est tant mieux, surtout si c'est une volonté aussi de la marque, bah, de bien rémunérer, ses créateurs de contenu, c'est bien aussi. Exact. Mais il y a vraiment on voit vraiment tous les prix, en fait, donc c'est difficile de juger. Et moi, ce que je fais, c'est que des fois, quand j'ai des doutes ou autres, quand on me demande beaucoup de vidéos ou on me demande un prix pour une vidéo pour une marque, je demande pas mal de conseils. Donc ça, c'est cool. Il y a beaucoup d'entraide entre les créateurs et on n'hésite pas à se dire, est-ce que tu as déjà travaillé avec cette marque? Est-ce que tu as déjà travaillé avec cette agence? Est-ce que je peux lui faire confiance? Et voilà. Et là, on voit tout de suite s'il y a des problèmes. Bah, non, je te conseille pas. Le produit est pas bon ou il y a des problèmes de paiement. Fais attention, il paye trop tard, etc. Enfin, ça, c'est cool. Il y a une bonne entraide. Donc, moi, j'hésite pas à demander aussi, quand j'ai des questions sur les prix, comment chiffrer, pour une collaboration précise, si je suis trop haut, si je suis trop bas par rapport à mes collègues. Donc, ça, c'est cool, qu'ils soient garçons ou filles. J'ai pas forcément de concurrence avec les autres. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entraide, en tout cas avec les personnes avec qui je m'entends super bien. Et ça, c'est super cool. C'est super important parce qu'on est beaucoup seul et des fois, on est mené à être seul, la plupart du temps et sur même beaucoup d'administratifs et d'être un peu épaulé et de se dire ouais comment t'aurais chiffré toi ça et tout tu vendrais ça combien, t'as chiffré combien cette vidéo et tout. Bah, je trouve que c'est cool, tu vois, il y a beaucoup de transparence entre nous et ça fait plaisir. Ouais, c'est clair que ça fait du bien parce que dans tous les domaines, c'est toujours compliqué de parler argent, de parler tarifs. Parfois, il y en a qui le disent pas vraiment. Donc là, au moins, s'il y a une certaine transparence par rapport à ça, c'est même rassurant pour les personnes qui se lancent de se dire qu'ils sont pas tout à fait tout seuls et que finalement, s'ils trouvent des créateurs, en tout cas, assez ouverts à la discussion, ils pourront au moins se référer à ça. Ouais, c'est super important d'être entouré. Ça, c'est vraiment aussi, on n'a pas parlé de tout ce qui va être santé mentale. J'en parle déjà énormément sur mes réseaux sociaux. Ça touche vraiment tout le monde. C'est un fléau, que ce soit influenceur ou créateur de contenu ou tout le monde, entrepreneur ou salarié. Et d'être bien entouré, vraiment, c'est la base quand on commence à son compte. De se trouver des personnes qui nous correspondent, qui ont les mêmes valeurs et qui peuvent vous pousser vers le haut. Vous pouvez être entraidé. Enfin, je trouve que c'est vraiment super important, vraiment, plus que l'argent. C'est ça qui vous donne l'envie de vous surpasser, de vous lever chaque jour et d'accomplir vos objectifs, etc. Et vraiment, ça c'est super important de trouver une bonne entraide, une bonne cohésion entre des personnes, quoi. Et est-ce qu'il y a des communautés ou des événements autour des créateurs de contenu UGC? Alors il y a des communautés, ouais, il y a pas mal de communautés sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp principalement. Donc il y a des agences qui font des groupes pour un peu
aider les créateurs entre eux, etc., à se lancer. Il y a également des créateurs, enfin des groupes d'entraide de créateurs sur WhatsApp. Et on a lancé, nous aussi, de notre côté, le premier événement UGC avec Eddie et Mélissa. Donc là, le but de ce premier événement, c'était un événement gratuit qu'on a voulu lancer sur Paris. C'était une sorte de networking, rencontre entre avec tous les créateurs UGC qui voulaient se réunir et parler en fait de l'UGC, que ça soit marque, agence ou créateur. Donc voilà, ça s'est passé le 16 juin, donc la semaine dernière. Et ouais, c'était trop cool. C'était un truc en extérieur aux Invalides à Paris. On a voulu vraiment faire ça à Paris pour que ça soit vraiment mythique, le premier événement EGC en France. Et c'était une super bonne cohésion d'équipe. On a rencontré nos partenaires, nos clients, des nouvelles marques, des créateurs qui voulaient se lancer, qui nous ont dit waouh, ça fait du bien de se voir en vrai et de pouvoir voir en vrai qu'il y a de l'entraide et de se dire qu'on n'est pas seul dans notre chambre derrière notre ring light, tu vois. Et je trouve ça cool de pouvoir dire, bah ouais, si ça peut aider une seule personne à se dire, c'est cool, je monte sur Paris ou c'est quand votre prochain événement pour qu'on puisse se rencontrer sur des tips, enfin, avoir des tips et se voir en vrai. Enfin, je trouve ça super cool parce que même nous, ça nous aide de sortir vraiment de notre solitude et d'aller rencontrer d'autres créateurs, d'aller rencontrer des marques, etc. Enfin, c'est trop puissant et je suis trop content de pouvoir lancer ce nouveau projet avec Eddie et Melissa. Et on bosse déjà sur la deuxième édition. J'allais demander. On bosse déjà sur la deuxième édition. C'est énormément de travail, hein, vraiment l'événementiel. En plus, on couple ça à côté de notre taf tous les trois. C'est beaucoup de travail. Là, on bosse sur la deuxième édition. On veut vraiment faire quelque chose d'assez cool, encore mieux, vraiment d'upgrader un peu l'apéro UGC. Donc voilà, c'est en cours. On vous tiendra au courant par la suite. Là, je pense pas avant la rentrée quand même, parce qu'on est déjà au mois de juin. On va laisser tout le monde se reposer et que nous, on travaille un peu sur différentes collaborations pour cet événement. On va faire quelque chose de plus gros et plus intéressant par rapport à ça, ouais. Mais c'est cool. Hâte de voir ce que ça va donner, du coup. Ouais, trop cool, je te dirais ça. Mais ouais. Et si tu devais prédire un petit peu l'avenir de l'UGC, je sais pas, sur les 5 prochaines années, pour toi, comment ça va évoluer? Je pense que ça va bien évoluer. Là, on en est qu'au début en France. Ça est arrivé peut-être il y a, je sais pas, je dirais 3-4 mois. Et je vois quand même qu'il y a énormément de créateurs UGC. Ça va évoluer dans le bon terme. Après, il y a beaucoup de personnes qui vont s'essouffler, hein. C'est un peu comme dans tous les métiers. C'est beau, c'est très dur. Il faut être bien organisé, avoir une bonne cadence. Et je pense que ça va bien se pérenniser. Je pense comme on voit avec l'influence. Et si l'UGC venait à disparaître demain, je pense que il serait remplacé par une nouvelle tendance. Donc, je m'inquiète pas pour l'instant. Je vis vraiment au jour le jour et je me dis tant que je kiffe vraiment ce que je fais et j'essaye un peu de stabiliser un peu tout ça, tu vois, que ce soit avec mes relations pro, mes collaborations, etc., de viser plus sur du long terme, là avec les apéros, etc. Et je me dis bah si ça doit s'arrêter demain, ça s'arrêtera parce qu'on n'a pas vraiment la main prise dessus, tu vois, on est un peu soumis, on va dire, à cette nouvelle tendance. C'était comme l'influence. Mais bon, quand on voit des gros créateurs comme Jay Phoenix, etc., qui arrivent à se renouveler alors qu'elle est partie, tu vois, à des hauls sur YouTube en 2012, je crois, et que maintenant elle est dans du paranormal, etc. Enfin, je trouve ça incroyable qu'en 10 ans, elle a réussi à avoir toujours cette communauté qui la suit pour totalement autre chose. Donc, je pense que dans l'UGC, ça peut être pareil quand tu as une image sur les réseaux sociaux où tu peux arriver à switcher en changeant de contenu. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans l'UGC et c'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Et une marque qui souhaiterait peut-être que travailler avec un créateur de contenu UGC, mais qui hésite un peu, qui sait pas trop, un petit peu comme les marques qui hésitent à travailler avec des influenceurs parce qu'elles ont eu des mauvais retours ou parce qu'elles n'ont pas assez confiance. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi, pour expliquer un petit peu la plus-value de ce type de contenu? Je pense que vraiment, il faut pas rester sur une mauvaise expérience. Moi aussi, j'ai déjà eu des mauvaises expériences avec des marques ou des agences. Et il faut vraiment se lancer dans l'UGC, même si vous êtes curieux et vous avez peur de vous lancer. Il faut tester. Une fois, ça vous coûte rien. Ça vous coûtera beaucoup moins cher déjà qu'avec un influenceur. Et il va vous apporter, il va vous aider. En fait, ça va être vraiment une cohésion d'équipe. Le créateur va vraiment vous apporter de la créativité, de la nouveauté dans votre marque et dans le concept que vous voulez lancer, que ce soit une campagne organique ou sponsorisée. Et je pense que la marque doit vraiment tester l'UGC en 2023 et comme ça, pour vraiment se donner un avis si ça va lui plaire ou si ça ne va pas lui plaire. Il y a tellement de créateurs sur le marché, donc je pense que la marque peut trouver le créateur qui correspond vraiment à ses valeurs, en sachant que le but du créateur UGC, c'est vraiment de faire augmenter les ventes de la marque. Et on le voit qu'avec les retours qu'on a des agences et des marques, il y a des très bons retours sur les produits parce que le créateur connaît très bien les tendances TikTok et Instagram, il coûte moins cher qu'un influenceur et il sait créer différents formats, que ce soit de la face cam, de la voix off, des micro-trottoirs,
Donc, on peut vraiment créer différents concepts pour la marque et pour faire augmenter ses ventes, sensibiliser sa communauté et la fidéliser par la suite. Donc, je pense qu'il y a vraiment les marques doivent se lancer en 2023 vraiment dans l'UGC pour tester ça et enlever vraiment cet avis négatif qu'elles peuvent avoir sur l'authenticité. OK. Et du côté des créateurs, est-ce que, tu remarques que les créateurs de contenu, ils sont plus, dans une certaine tranche d'âge? Est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes? Est-ce que c'est complètement mélangé? Comment tu analyses un petit peu, votre offre à vous? Bah, je vois qu'il y a beaucoup de très jeunes pour l'instant, je dirais autour de 20-23 ans et il y a une énorme demande, ça je ne pensais pas du tout, sur les mamans. Donc les mamans sont très demandées par les marques. C'est un vrai marché, hein, parce que j'en parlais encore hier avec des créatrices qui disaient: «Ouais, j'ai pas trop de collaborations et cetera». Mais il y a énormément de marques qui cherchent des mamans pour, mettre en avant des produits avec leurs enfants et cetera. Et il y a un gros marché aussi des seniors, donc je dirais, 60-70 ans. On voit pas mal de pubs passer et c'est très demandé pour certaines marques. Il y a vraiment un vrai marché à prendre. Donc, vraiment, que vous ayez 20 ans ou 60 ans, franchement, lancez-vous si vous aimez créer du contenu pour vous faire un complément de revenu etc. Enfin, franchement, c'est le moment de se lancer vraiment. OK, donc ouais, si on peut, conclure là-dessus, c'est que l'UGC, c'est une grosse tendance en ce moment et limite, bah, faut pas passer à côté. Exact. Si vous aimez vraiment du contenu, vraiment, c'est le moment de se lancer. Vous avez rien à perdre, que ce soit en complément de revenus, créer votre réseau avec des marques, rencontrer d'autres créateurs, des marques, des agences, et cetera. Enfin, franchement, vous avez rien à perdre. Et puis, si ça le fait, tant mieux. Si ça le fait pas, tant pis. Mais c'est vraiment une expérience en plus et qui peuvent vous amener d'autres opportunités, de travail, par exemple, même au sein d'une agence, au sein d'une marque. Enfin, il y a que des opportunités, je pense, si vous avez vraiment cette fibre digitale et entrepreneuriale, vraiment. OK et ben, merci beaucoup pour toutes ces informations-là et j'espère que ça résonnera pour les personnes qui ont envie de se lancer. Merci à toi pour l'invitation. À bientôt. À bientôt, merci. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si tu veux soutenir Ça suffit les conneries, tu as plusieurs choix. Premièrement, tu peux rejoindre les communautés sur Instagram et LinkedIn en tapant Ça suffit les conneries. Deuxième choix, tu peux t'abonner via la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter tes podcasts. Et dernière chose, tu peux également le partager à une personne qui aurait besoin, envie d'entendre cet épisode. Merci à toi et à dans 2 semaines.